ils ont clairement là un élément qui vient de changer un peu la trame narrative de cette équipe. Je ne sais pas si les recruteurs avaient un bâton en forme de torpille quand ils se sont présentés au bâton pour prendre l'élan sur Lane Hutson. Ça, c'est mon... Ils l'ont frappé loin. Je te le dis, c'est mon ouverture vendredi. Okay. C'est mon chit-chat de vendredi. Les joueurs importants de cette équipe-là, les jeunes, c'est tous des joueurs qui ont été capables de tirer leur équipe avant d'accéder à la LNH. Ouais. C'est le cas d'Hudson. Puis... C'est un talent, ça. Je pense que c'est un talent. C'est d'être capable d'élever son jeu dans les moments importants. Ce ne sont pas tous les athlètes qui sont capables de faire ça. Et je pense que c'est une qualité pas innée. Je pense que c'est une qualité qui peut être apprise jusqu'à un certain point et qu'il faut faire attention quand on développe un joueur, de penser à ça, de penser à lui permettre de développer cette qualité-là. Puis en regardant Ali Suzuki, j'ai juste eu cette pensée-là au cours des dernières semaines. C'est que je reviens toujours à ce fameux camp d'entraînement de 2018 quand Nick Suzuki est renvoyé dans les rangs juniors puis que Kotkaniemi reste à Montréal avec l'équipe de la Ligue nationale puis joue un rôle effacé, est protégé par l'entraîneur et que pendant ce temps-là, Suzuki, qui avait été renvoyé très rapidement, assume un rôle de leader avec son équipe junior, participe au championnat mondial junior, transporte son équipe en séries éliminatoires, joue 30 minutes et plus par match, 42 points en 24 matchs, si ma mémoire est bonne, dans les séries de la OHL, va au tournoi de la Coupe Memorial avec son équipe junior aussi, puis encore là, leadership. Et quand il se présente au camp la saison suivante, en 2019, il n'y a même plus photo entre lui et Kotkaniemi. C'est un joueur qui avait grandi. Et tu sais, 2 ans après ça, donc quand le Canadien a joué jusqu'en finale de la Coupe Stanley, Suzuki était le gars qui a eu le plus de points chez le Canadien en séries éliminatoires. Là. Et tu sais, c'est un joueur extrêmement talentueux, Nick Suzuki, mais je pense qu'il a été capable de faire ça dans la Ligue nationale 2 ans plus tard parce qu'il l'avait fait auparavant dans un autre contexte. Et tu regardes, c'est ça, Suzuki est capable de faire ça, puis tu regardes ceux qui tirent la charrette chez le Canadien présentement, depuis la pause des 4 nations, là, ce sont tous des gars. Lane Hutson a été capable d'être un joueur dominant, d'être un grand animateur de l'attaque de son équipe universitaire avec des gars plus vieux que lui avant d'arriver chez le Canadien. Cole Caulfield a été capable de faire ça. Ce sont des gars qui sont parmi les meneurs de l'équipe offensivement. Slafkovský a été capable d'être le meilleur joueur de son équipe aux Jeux olympiques en jouant contre des hommes, puis d'être parmi les meilleurs marqueurs de son équipe au championnat mondial ou contre des hommes, encore une fois, avant le repêchage. Alors, c'est des gars qui ont eu la chance de vivre des circonstances où il fallait élever son jeu, qui ont été capables de le faire, puis d'être capables de le reproduire au plus haut niveau au monde. Je pense pas que tu puisses inventer ça comme ça de nulle part. Là. Puis c'était juste une réflexion sur le fait qu'on a tendance beaucoup au Québec particulièrement, à faire graduer les jeunes hockeyeurs rapidement, avant même qu'ils commencent à dominer. Fait que tu joues Midget 3A à 15 ans, arrive dans la Ligue junior majeure à 16 ans où tu es sur un 4e trio puis tu joues sporadiquement. Si tu es bon, tu es repêché. Tu as peu ou pas eu le temps d'être vraiment dominant. Si tu es un très bon joueur, tu as été repêché haut, tu arrives dans la Ligue nationale, tu es encore assis au bout du banc puis tu regardes jouer ceux qui mènent. Mais pour apprendre à être un leader qui transporte l'équipe, il faut que tu l'aies. Je pense qu'il faut que tu l'aies vécu auparavant. Et le Canadien, je trouve, a été bon là-dessus. Puis juste l'exemple avec Emil Henneman aussi. La saison dernière, on avait eu la discussion avec Kent, Alex, qui disait on pense qu'il est capable de développer plus d'attaques. Si on le laisse dans la Ligue américaine une saison de plus, il va être. On veut pas tuer ça, ce feu offensif-là qu'on pense qu'il a en lui. Puis ça a été une saison de plus dans la Ligue américaine, mais wow! C'était un joueur transformé cette année avec le Canadien, puis il était important. Moi, c'est mon rêve. La journée où est-ce que les joueurs vont se développer tranquillement. Tu sais, c'est mon rêve. C'est ça, mon rêve. Comme les Red Wings de Détroit des années 2000, là où les gars macéraient jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans la Ligue américaine. Ben, puis Hudson, ce qui est impressionnant dans son cas, c'est qu'il n'a jamais été aussi bon dans la saison depuis le retour de la pause. Ouais. C'est sûr que ça lui a fait un grand bien mentalement, j'imagine, mais je regardais ses chiffres sur Natural Stat Trick depuis ce temps-là. Il est parmi les meilleurs. C'est l'élite
des défenseurs de la Ligue en ce moment, et pas juste pour produire de l'attaque, mais aussi pour prévenir l'attaque de l'adversaire. Et si c'était un reproche qu'on pouvait lui faire en début d'année, de parfois se faire piéger, commettre un peu trop d'erreurs, d'être un peu trop prompt à sauter à l'attaque, de vouloir tout diriger par lui-même, je pense que déjà, en quelques mois, il a appris à doser, il a appris à modérer, il a appris à gérer. Il n'y a pas une semaine où on ne voit pas l'évolution de son jeu. Exactement. Et puis ça se confirme avec les chiffres, là. On parle depuis la pause des 4 nations. Hudson a été sur la glace pour 19 buts de son équipe à 5 contre 5 et pour 7 seulement de l'adversaire. C'est vraiment un des meilleurs ratios de la Ligue nationale. C'est à peu près à 60 % là, dans les buts pour. C'est 73 %, mais même dans les buts attendus, on est autour de 60 %, pour ceux qui connaissent cette statistique-là. Dans les chances de marquer, c'est aussi dans les 60 % en sa faveur quand il est sur la glace. Alors, ce sont toutes des catégories statistiques où il domine présentement, et ça démontre qu'au-delà du fait qu'il continue à amasser des points à un rythme historique, son jeu défensif est vraiment plus stable et vraiment plus impressionnant qu'en début de campagne, qu'en première moitié. Alors, sa progression est fulgurante, puis il vient un peu de changer la destinée de cette équipe-là. Là. Absolument. C'est ça. Un facteur. Je me souviens on en a parlé au mois de janvier. J'avais fait une chronique au mois de janvier, puis il était à 27, je pense, 0,8 % de participation sur les buts du Canadien. Il n'y avait aucun défenseur dans l'histoire du Canadien qui avait été au-dessus de 27 %. Là. Les meilleurs, c'est Chris Chelios à 25,34 % de participation sur les buts totaux du Canadien. Et Larry Robinson, à sa meilleure saison, 24,84 % Et je me souviens, quand j'avais écrit ce texte-là, je me disais, bon, ben, il reste 4 mois de saison là, à jouer. Ce seront les mois les plus difficiles. Dans le dernier droit, c'est là que c'est le plus difficile d'aller chercher des points. Il va être ramené vers le bas, mais il est encore à 27 points. Il est à 27,07 %. Il est encore au-dessus de 27 %. Là, il est à 27 %. Oui, il est encore au-dessus de 27 %. C'est quand même... on parle de Larry Robinson puis de Chris Chelios. Là, c'est peut-être les 2 meilleurs défenseurs offensifs, ou presque, de l'histoire de l'équipe. Ce sont des monuments. Là, fait que c'est quand même très, très impressionnant. Ben là, il pourrait battre le record du nombre de passes pour un défenseur recru en une saison, donc à sa première saison. Il en a 54, il est 3e, Chelios 55 avec le Canadien. Mais dans l'histoire de la Ligue, le sommet, c'est Larry Murphy avec 60. 80-81, ça fait quand même... Ça fait plus de 40 ans, une autre époque. Donc, c'est à sa portée. Là. Il reste 9 matchs, puis faire 6 passes. À son rythme, il est capable. Il est capable, donc... c'est extrêmement impressionnant, mais c'est ça. On s'excuse, on l'a pas assez dit. Non, on l'a pas assez dit. Je pense qu'on en a parlé souvent. C'est de ma faute. Je prends le blâme. N'a-t-on pas baptisé un segment en son honneur comme il faut parler de l'Énot Sud? Je sais pas trop. Il n'a pas toujours été respecté. Mais ça reste que, tu sais, quand tu bâtis une équipe et que tu reconstruis comme ça, tu espères à un moment donné frapper des coups de circuit avec des choix qui sont pas nécessairement les premiers de classe. T'sais, si vous regardez le Lightning de Tampa Bay, Braden Point, 3e tour, Kucherov, 2e tour. Il y en a plusieurs comme ça. Cirelli aussi, c'est pas... il me semble que c'est pas un choix de premier tour. Et évidemment, ils ont frappé fort avec Edman, avec Stamkos et tout, mais plusieurs Cirelli, 3e tour aussi, plusieurs coups de circuit comme ceux-là. Ça en prend. Je pense que dans le cas du Canadien, on en a un. Ça en est tout on a mis l'autre bord de la clôture, puis assez loin. Et c'est ce que ça prend pour faire de toi une équipe éventuellement parmi les meilleures, parmi les prétendantes. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver avec le Canadien à court terme, mais ils ont clairement là un élément qui vient de changer un peu la trame narrative de cette équipe. Je ne sais pas si les recruteurs avaient un bâton en forme de torpille quand ils se sont présentés au bâton pour prendre l'élan sur l'Énot Sud. Ça, Ils l'ont frappé loin. Je te le dis, c'est mon ouverture vendredi. Okay. C'est mon chit-chat de vendredi, parce que Godin, il aime ça parler de baseball. Okay. Alors, tu seras en avance. Parce qu'ils ont un bat bizarre à cette heure au baseball. Alex, le savais-tu? Oui. C'est fait ici, en plus. Non. Ben, le B45, le manufacturier de bâtons québécois en fabrique, mais je pense que c'est Louisville qui a commencé. Louisville Slugger qui a commencé. C'est pas Louisville, les dindes noires. Là. Non, OK. Pas cette municipalité-là. Quand tu cherches sur Google, tu as Louisville, les bâtons, Louisville, les dindes noires. C'est sûr. Tu peux choisir. Veux-tu que je le fasse comme ça, Louisville? Ah, dindes noires, il sort pas tout de suite. Okay.